Et c'est d'ailleurs dommage. Et nous en souffrons terriblement. Et en la mémoire de tous ceux qui sont partis à l'occasion de ces événements, je voudrais qu'on consacre 1 minute. Ok, merci. Bon, à la suite de mes prédécesseurs, je ne vais pas trop tarder sur les questions du patrimoine, mais je vais m'appuyer sur le patrimoine pour nous faire comprendre un certain nombre de réalités et qui sont d'autant plus importantes pour nous, pour l'équilibre social et pour un vivre ensemble. Et nous allons commencer d'abord par un échange, parce que habituellement nous parlons de patrimoine, tout ça c'est en français. Et donc on va essayer, c'est juste un échange, chacun prendra la parole pour dire le patrimoine dans sa langue. Juste on va essayer. Oui, on essaie, juste dans sa langue. Chef, essaie. Qui veut essayer? Juste un essai. Vous voyez que... Ok, merci. Il y a quelqu'un qui se lance. À mon petit pas. Gagnyo, Babanyo, Nananyo, Mom, Amanyo, Amoninjuma, Yamiokai. Quand Waoulé, Momien, mes flèmes légan Kofi. Un sous Sasa Waoulé. Quand Waoulé, on l'a nous bluffé. Un sous clé Waoulé, Waoulé Momu, Namna Waoulé Emlié. Africain mon ni assassin Afrique ablassant Afrique ablenu baoulen emlié et senti qu'un c'est que un patrimoine il y a me fait un zolier sans san et l'enzolier mais consan et l'enzolier un vrai et l'enzolier likakon et l'enzolier c'est et l'enzolier, il est affilié. Une façon nuancée. 4 identités. Mais frère, vous nous c'est. C'est en baoulé, c'est en français. 4 identités. En baoulé. Dites-moi le nom de la carte d'identité en baoulé. Nzoli est froid. Nzoli est froid. Yelen awe. Nzoli est froid. Non, le patrimoine, Yenzoli est ce qui nous identifie, ce qui nous lie. Yenzoli est diké. Mais c'est Anzoli, son emlinini, aboy atisse. Si ton patrimoine est détruit, toi tu deviens quoi? C'est Anzoli et son mlinini, aboye c'est Amlini, atika ou mansa. Tu deviens comme le vent. Ou bien, atika Jésus a fait ça, comme le nénuphar qui ne, où ses racines n'atteignent pas le fond de l'eau. Yé yesriya miekena yeso afini wakani e bouton yenuni e kakia lenge. Merci. Vous voyez, cet exercice, il paraît anodin, mais il est très très important. Tous, nous nous plaignons à dire que nous ne connaissons pas le patrimoine,
mais tous, nous sommes incapables de traduire le patrimoine dans nos langues, à nos ascendants et à nos descendants. Alors, si on veut faire prendre conscience de ce que c'est que le patrimoine, comment le présenter à nous-mêmes et à nos enfants? C'est toute la problématique. Donc, c'est bien beau avoir venu parler en français, mais nous, moi, je suis patrimoniteur. Mon premier devoir, c'est de nous permettre nous-mêmes de savoir ce sur quoi on parle et ce sur quoi on s'identifie. Il a dit un Zolien, je vais plus loin, Adja, Dja. Voici des éléments identitaires de notre patrimoine. Nous vivons avec, nous avons ça dans notre environnement, mais nous ne savons même pas ce que ça représente. Vous voyez? Et c'est pourquoi, pour revenir à la thématique, je vais m'appuyer sur des réalités de notre communauté, de nos communautés, des pratiques que nous avons, qui sont des éléments de notre patrimoine, pour nous amener à un vivre ensemble. Comment, dans nos sociétés traditionnelles, réglons-nous nos différends? Comment, dans nos sociétés traditionnelles, les palabres sont-ils réglées? En d'autres termes, quelle est la gouvernance endogène ou traditionnelle de notre société? Et donc, ma démarche va s'articuler autour des points suivants. Évidemment, une introduction qui est plus ou moins faite, des approches définitionnelles pour nous permettre d'appréhender un certain nombre de notions afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Et après, nous allons nous apaisantir à travers des exemples à montrer des mécanismes endogènes de gestion de conflits et ensuite présenter des caractéristiques de la culture de paix, puisque tout tourne autour de la notion de paix, et donner quelques modes en dehors des aspects endogènes de gestion. Quels sont les modes alternatifs que nous avons en matière de gestion de conflits? Et enfin, donner quelques... je vais terminer par un exemple, plus ou moins les intervenants l'ont abordé, montrer les conséquences qu'un conflit peut engendrer. Et je prendrai le cas du Rwanda, où moi-même j'ai été faire une étude sur les questions liées au génocide rwandais, pour que vous puissiez mesurer l'ampleur de ce que c'est que les conséquences de conflits entre communautés. Et là, je vais m'apaisantir sur un petit fait. Là, regardez, selon l'UNESCO, on dit prenant naissance dans l'esprit des hommes, qui peut continuer? C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Vous voyez, personne ne viendra faire la paix pour nous si ce n'est que nous-mêmes. Et ça, c'est profond. Très souvent, quand il y a une crise, il y a des différends, on veut être passif. Non, chacun doit être partisan de la paix, à quelque niveau que ce soit. Et ça, vraiment, je dirais, cette pensée très clairement exprimée de l'UNESCO est capitale pour nous et doit pouvoir nous conduire. Autre chose, regardez là. La violence engendrée par ces conflits n'est pourtant pas cultivée délibérément par les populations, ni éluctablement. Elle trouve sa source bien souvent dans le manque d'anticipation. Le manque d'anticipation, d'absence de dialogue ou de compromis. Le non-respect ou la méconnaissance des valeurs culturelles qui fondent nos sociétés traditionnelles. Et ça, c'est capital. Nous sommes là, nous avons plein de bonnes choses autour de nous qui font partie de notre culture, mais on n'en a cure. On s'en fout. On veut copier ce qu'on ne maîtrise même pas, qui nous viennent d'ailleurs. Alors que nous avons à foison des éléments de notre culture qui peuvent nous aider à mieux vivre ensemble. Ici, ce n'est que des définitions pour que vous puissiez mieux appréhender la notion de conflit. Ici, attendons par mécanisme, c'est quoi? Regardez ici.
un ensemble de procédés, de techniques, de pratiques issus de la tradition destinés à prévenir ou à résoudre d'éventuels conflits. Voici comment il faut appréhender la notion de mécanisme endogène. Donc c'est un ensemble, donc c'est un tout. Ensuite, le conflit lui-même, c'est quoi? Nous regardons là, gestion traditionnelle de conflit. Ici, je pèse les mots, gestion traditionnelle. Ce n'est pas la gestion moderne. Parce que notre société, beaucoup vont se retrouver dans nos sociétés, je reviendrai plus tard, envoyer quelqu'un à la gendarmerie, à la justice. Ça, en tout cas pour l'Africain, c'est très mal pris. C'est pour cela que vous conviendrez avec moi et on va essayer encore ce jeu. Comment on dit prison dans votre ethnie? En Baoula, on dit bissoir, oui. Bissoir, si on traduit littéralement en français, maison de caca. Maison de caca. Moi, je suis hébreu, c'est pareil. Oui. Abikouté. La maison de caca. C'est pour cela que c'est un crime d'envoyer quelqu'un en prison. Donc dans nos sociétés, c'est proscrit. Donc il y a tous les mécanismes nécessaires pour régler le différend, pour que ça n'arrive pas à ce niveau. Pour preuve, pour la société ou la communauté à laquelle j'appartiens, très souvent, pour ceux qui ont suivi un peu de près cette communauté, quelqu'un qui va en prison, quand il en ressort, il ne dure pas, il meurt. C'est une malédiction. Et du coup, envoyer quelqu'un en prison, c'est créer un différend en vie entre vous et la famille de cette personne. Alors que la société africaine n'est pas menée à vivre dans un pareil climat. Vous voyez comment on a des choses assez intéressantes, mais malheureusement, on veut vivre en dehors de tout ça. Et puis bon, je disais, je ne vais pas revenir sur les types de patrimoine. Mais retenez comme ça, en matière de patrimoine, nous avons deux grandes catégories. Le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Le patrimoine naturel, c'est tout ce qui n'est pas le fait de l'homme, mais de la nature. Si nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous avons 18 aires protégées qui font partie du patrimoine naturel de la Côte d'Ivoire. Le Mont Nemba, la Komoye, le parc de Taï, la forêt nationale du Banco, etc. C'est tout ça le patrimoine national naturel. En ce qui concerne le patrimoine culturel, nous avons deux grands sous-groupes. Le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Et le patrimoine culturel matériel, nous avons encore deux subdivisions. Nous avons le patrimoine culturel mobilier. Le patrimoine culturel mobilier renvoie à la culture matérielle des communautés. Les objets de nos sociétés, de nos traditions, tout ce que vous voyez dans les musées, ça c'est de l'ordre du patrimoine culturel mobilier. Et puis on a le patrimoine culturel immatériel. Tout ce qui est immatériel, c'est, je dis immatériel, comment dire, immeuble. Nous avons nos forêts sacrées, nos rivières, etc., les paysages culturels, tout ça c'est de l'ordre du patrimoine culturel immobilier. Et le deuxième part du patrimoine culturel, c'est le patrimoine culturel immatériel. Et ce patrimoine culturel immatériel aussi va se subdiviser en 5 domaines. Dans le premier domaine, c'est les traditions et expressions orales, y compris notre langue comme vecteur de transmission. Et dans cette catégorie de patrimoine culturel immatériel, nous avons les danses, les us, les coutumes, etc. Deuxième catégorie du patrimoine culturel immatériel, nous avons les arts du spectacle. Et dans les arts du spectacle, vous avez la danse, la musique, les chants, les courses, etc., etc. Tout ce qui renvoie à la scène. Et nous avons la troisième catégorie, le troisième domaine, ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel, c'est les pratiques, les rituels et les événements festifs. Vous voyez bien, pratiques sociales, bien entendu, rituels et événements festifs. Les fêtes des générations, les mariages, tout ça, ça fait partie, voilà, ça fait partie de ce domaine-là. Et le quatrième domaine, vous avez ce qu'on appelle les pratiques concernant la nature et l'univers. Ça,
peut-être ça ne vous dit rien, pourtant c'est toujours à côté de vous. Quand vous prenez par exemple les praticiens, la médecine traditionnelle, quels sont ces savoirs, ces connaissances que les êtres humains ont pour pouvoir prendre des éléments de la nature et guérir quelqu'un? Ça fait partie de ce domaine. Donc, c'est un domaine du patrimoine culturel immatériel. Avant, moi, dans mes enquêtes, j'ai trouvé un vieux, Bongwanou, qui me dit que lui vient chaque fois, à l'époque, à Abidjan en moins d'1 minute. J'ai dit, mais tu fais comment? Ça, c'est ça. Il a la connaissance de la nature. Il sait comment il fait et puis il arrive. Dans ce domaine-là aussi, nous avons ce qui est la météo. Nos parents n'avaient pas besoin de toutes les installations. Mais quels sont les indicateurs qui permettent à nos parents de savoir que cette année on sera en saison de pluie ou cette année on sera en saison sèche? Il y avait des indicateurs. Je vous donne un exemple simple. Si vous prenez, vous les connaissez, ils disent ça est dans notre environnement, mais malheureusement personne ne prend le temps d'y regarder et de chercher à comprendre. Les oiseaux que nous appelons jaune noir ou oiseaux gendarmes, ce sont nos indicateurs de météo. Mais personne ne sait. On cherche à les tuer, à les manger. Oui. Les années où vous verrez ces oiseaux-là faire leur nid en hauteur, c'est qu'on sera en saison de pluie. L'année où vous les verrez faire leur nid, et souvent même ça touche le sol, c'est qu'on sera en saison sèche. Ce sont des indicateurs. Il suffit de regarder ce qui se trouve dans notre environnement et puis on fait une lecture. Il y a tant d'éléments. Et le dernier élément du patrimoine culturel immatériel, nous avons les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. À partir de quelles connaissances nos parents arrivent à faire les pagnes? À partir de quelles connaissances les parents arrivent à faire de la poterie, de la bijouterie, de la vanillerie, etc., etc. Tout ça, c'est de l'ordre du patrimoine culturel immatériel. Donc c'est de l'ordre de l'intangible. On ne voit pas, on sent, on a la connaissance et on a un produit. Et c'est ça le patrimoine culturel immatériel. Donc voici un peu résumé la notion de patrimoine culturel immatériel. On va poursuivre, voici quelques exemples. Là, on a le Zaouli. Là, on a le balafon. Là, ça, les tombes des Kasubi à Ouganda, c'est un art de construction de tombes avec les éléments de leur environnement immédiat. C'est un savoir-faire. On a là la ville historique de Grand Bassam qui a été inscrite au patrimoine mondial. Dieu merci, à notre initiative d'ailleurs. Nous avons commencé le dossier en 2007 et il a connu un aboutissement en 2012. Et après la ville historique de Grand Bassam, nous avons également monté un autre dossier qui a abouti en 2021 avec l'inscription au patrimoine mondial des mosquées de style soudanais du nord ivoirien. Et à côté de cela, nous avons également travaillé à l'inscription d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel, notamment les savoir-faire liés au tissage, parce qu'on a trouvé que c'est un élément fédérateur de tous les peuples vivant sur le territoire ivoirien. Et pour la session prochaine, quelqu'un l'a dit, on a eu la labellisation, mais on n'a pas encore eu la reconnaissance au niveau mondial. Et donc la Côte d'Ivoire a présenté l'ATK. En 2025, l'ATK sera inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au titre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ici, voici quelques exemples. Ça, c'est au Burkina. Là, on a au Bénin. Là, on a RDC. Et là, en dehors du patrimoine qui se trouve sur le territoire, nous avons ce qu'on appelle le patrimoine subaquatique, qui est un ensemble d'éléments matériels qui sont partiellement ou totalement immergés, qu'on trouve dans les eaux. Un patrimoine que tout le monde connaît à travers ce film-là, Titanic. Tout ce qui a coulé dans le bateau Titanic, aujourd'hui ça fait, depuis cette année, ça fait 100 ans que le Titanic a coulé. Et donc, tous les éléments qui sont contenus dans ce bateau qui se trouvent aujourd'hui dans les fonds marins représentent un patrimoine culturel. Voilà. En bref, on revient sur la notion de la paix. La paix, c'est quoi? Tout le monde se plaît à dire la paix. On va encore faire le jeu. La paix dans notre ethnie. Qui va dire la paix dans son ethnie? Oui, madame. Aoundoué. Oui, qui d'autre? Qui d'autre? Oui.
fondue. Vous voyez, les réalités qui sont communes au peuple ont une appellation dans notre langue. Mais les réalités qui ne nous sont pas communes, on a des difficultés à trouver leur appellation. Par exemple, il faut me dire la Bible dans ton ethnie. La Bible. Non, allons-y. Tu ne connais pas, ok. Qui d'autre? Oui? Non, ça, Nyamie Floua, on essaie de traduire le français. Nyamie Dieu Floua papier, donc papier de Dieu. Ça n'existe pas. Ouais. Moi-même, je suis à Kian. On nous a trouvé ici d'abord avant d'aller au nord. Vous savez comment on appelle la Bible? Bible. Ce n'est pas hébreu. Ce n'est pas hébreu. C'est des réalités qui ne sont pas dans notre culture. On est dans le patrimoine. Suivez mon raisonnement. On est dans le patrimoine. Voilà. Mais pour autant, la culture des uns doit pouvoir s'enrichir de la culture des autres, sans toutefois que la culture des autres n'anéantisse notre culture. J'espère que je me fais comprendre. Ok, merci. On peut continuer. Et le conflit. Le conflit. Il y a des mots simples ici qui peuvent nous permettre de traduire la notion de conflit. Hein. Regardons. Ici, nous avons tension, affrontement, crise. C'est ça la notion de conflit. L'équilibre social est rompu. Tout est mélangé comme on dit chez nous. On ne se reconnaît plus. On est prêt même à ôter la vie de l'autre. Pourtant, dans un passé récent, nous avons tout fait ensemble. Nous avons tout fait ensemble. Mais pourquoi à un moment donné de l'évolution de notre histoire, on n'est plus prêt à vivre ensemble? Pourquoi? C'est aussi des questions qui nous sont posées et qui nécessitent un recul pour avoir une réponse. Les conflits, comme nous tous nous appartenons à des communautés, je vais seulement faire un petit clin d'œil sur les types de conflits dans les communautés. Nous avons les conflits intracommunautaires et les conflits intercommunautaires, par exemple. Intracommunautaire, je suis baoulé. Dans les baoulés, nous avons des tribus. Agba, Satiklan, Haïtou, Godet. Donc, il peut y avoir un conflit entre un Haïtou et un Godet. Ça, c'est un conflit intracommunautaire dans le même groupe. On peut avoir maintenant des conflits intercommunautaires. Donc, moi je suis baoulé. Lui, il est hébreu, l'autre il est malinké. Donc, conflit entre par exemple un malinké et un hébreu. Conflit entre un bété et un gourou. Un exemple, je n'ai pas dit ça. On peut même aller loin en dehors de ces conflits. J'en parle parce que c'est ces conflits qui sont récurrents. Je ne vais même pas parler des conflits d'ordre politique. Des petits conflits, les palabres entre nous, c'est de ça que je veux parler. Et voir comment on peut les éviter. Il y a même des conflits de coopération entre, par exemple, agriculteurs et éleveurs. Par exemple. Et ça, c'est récurrent. On trouve ça. Donc, voici des conflits qui sont dans notre environnement, qui sont au quotidien à nos côtés. Mais comment on fait pour les éviter? Il faut recourir à nos sources. Et pour recourir à nos sources, nous allons voir ce que c'est que les mécanismes. Quels sont les différents éléments que nous avons dans notre culture qui peuvent nous aider à prévenir ou à résoudre ces conflits s'ils arrivaient éventuellement. Nous avons un élément assez capital que tout le monde connaît, ce sont les alliances interethniques. Tout le monde en parle, mais malheureusement, tout le monde ne sait pas les mécanismes de fonctionnement. Je vais entrer dans mais je vais vous donner même le fondement de l'alliance interethnique et que pour nous, nous appelons des alliances sacrées. Ces alliances-là sont nées quand? Ou à quel moment? Ces alliances sont nées à un moment de l'histoire de communautés qui ont connu des guerres terribles, qui ont causé tellement de morts qu'à un moment donné de leur existence,
se sont dit, il faut que nous arrêtions la guerre et que nous vivions ensemble. Et pour y arriver, ces communautés-là vont poser un pacte, on appelle le pacte des sangs, s'interdisant du coup que désormais, dans leurs relations, plus jamais qu'il y ait du sang versé. Est-ce qu'on comprend le fondement? C'est sacré. Et ça va plus loin. Non seulement ça vous interdit de faire palabre, mais en même temps ça vous interdit de vous marier. Les gens ne comprennent pas. Le pacte sacré là, il est plus profond. Ce n'est pas seulement dans la plaisanterie. C'est vrai, ça décrypte le climat social, mais il est plus profond si nous le respectons. Ça veut dire qu'on ne devrait jamais plus avoir la guerre entre, par exemple, un Atié et un Dida, ou un Atié et un Abel, ou un Sénoufo et un Yakuba. Il ne devrait plus jamais avoir la guerre. Mais nous amusons avec ces pactes. Donc, voici des éléments qui sont là qu'il faut respecter. Et c'est pour cela, regardez par exemple les petits A, les petits B que j'ai mis pour nous ramener dans notre tradition. Ces alliances-là ont des dénominations en fonction des groupes ethniques ou des communautés que nous représentons. Nous avons là, par exemple, chez les Baoulés, on parle de Toupé. Mais le professeur Georges, comment dire, Nyangora Bois dit, et il dit, Toupé est une institution des temps anciens pour régler des conflits sociaux et pour gérer la paix de façon, quel est le mot? Perpétuelle. Le mot a son sens. Et il va même découper le mot en baoulé. Il dit Toupé dit anangama like. Ça veut dire quoi? Oui, les baoulés qui sont à nous, je veux que ce soit interactif, oui. Voilà. Toupé éternel. Voilà. Donc il dit, les baoulés disent, comme le rapporte le professeur, Toupé là-bas. Sanga Okunsran. Si tu t'amuses avec cette alliance, tu vas mourir. Mais si tu t'amuses avec cette alliance-là, tu vas mourir, ta vie va prendre un coup. Vous voyez, c'est des éléments sacrés forts de notre tradition. Si vous allez chez les Dida, ils parlent de Menou. Menou. Donc Menou désigne chez le Dida l'alliance. Et pour parler par exemple des alliés ou de mon allié, on va parler Menounion. Parler de mon allié et Menou. Lisez. Suivez. Pour désigner les alliés. Si on va encore chez un autre groupe, chez les Krou, on va parler de Atougiré. Vous voyez, c'est des réalités qui sont propres à chacune de nos communautés. Donc ce sont des valeurs de notre patrimoine et nous devons nous y appuyer pour un bon climat social. Mais malheureusement, personne ne sait que ça existe. Je suis convaincu. On ne sait même pas. Tu as demandé un Dida, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Tu as demandé un Baoulé, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ainsi de suite. Alors si nous ne savons pas ça, comment on va cultiver la paix? Donc il faut que nous nous ramenons à ces réalités qui sont les nôtres pour nous les approprier et les mettre en pratique. C'est les Atiers également. Nous avons l'appellation Tokpe. Et quand on est Tokpe, entre Tokpe on s'appelle Ake pour dire qu'on est amis. Donc, si on est amis, on ne fait pas palabre. Mais tout ça, on a Atier, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous voyez l'exercice qui est fait tout à l'heure là, à vous de ramener toujours comment ça s'appelle dans vos langues. Elle dit, nous tous, nous sommes ici, on ne sait même pas comment on a notre réalité. On ne sait même pas ce que ça signifie dans notre réalité. Alors comment on peut cultiver la paix si on ne sait même pas que ça existe? Et là, regardez, je vous fais une confidence. Même la charte qui mobilise toute la réalité de la paix du système des Nations Unies a été calquée sur ça. C'est une réalité africaine. Le Kouroukan Fougou, ça a été calqué. Prenez le truc de la paix du système des Nations Unies, lisez ça et puis revenez à ça. Vous allez voir.
pour dire que l'Afrique n'est pas sortie de nulle part. Nous avons des fondamentaux qui sont importants. Et nos sociétés ont bâti, je dirais, des réglementations pour qu'on puisse vivre dans un climat de paix. Ici, si vous regardez la tradition littérale malinquée de ça, c'est la symbolique des croûtes de riz. La symbolique des croûtes de riz. Vous voyez comment la croûte de riz là est? C'est différents grains de riz qui sont collés et qui sont mis ensemble. Ils n'ont pas voulu, mais ils sont ensemble. Et ils doivent demeurer ensemble. Malgré leurs différends, ils doivent pouvoir s'accepter. Mais nous, aujourd'hui, on regarde les uns et les autres en chien de faïence. On dit, avant, on pouvait dire, toi tu es ivoirien, on pouvait dire, toi tu es burkinabé, on pouvait dire, tu es malien, ça que ça ne choque personne. Mais aujourd'hui, dire à quelqu'un, tu es un burkinabé, tu es un malien, tu es un Ghanéen, ça pose problème. Ça veut dire, c'est nous-mêmes qui sommes des problèmes. Nous fuyons notre réalité qui est notre identité. En quoi est-ce que me dire que je suis burkinabé ou que je suis ivoirien, ça pose un problème? C'est un reniement de soi-même. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la notion de notre identité. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes et nous voulons nous cacher sur d'autres identités. La conséquence, ça sera la guerre. Oui, ça aussi, je nous invite à rentrer au plus profond de nous pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et ici, regardez par exemple, dans nos sociétés, on a des richesses. Regardez par exemple chez les forgerons. On dit échange de fagots de bois. Quand il y a des palabres, quand le forgeron vient, puis te remet un fagot de bois, tu dois savoir la lecture. Tu dois comprendre le message qu'il te porte. Mais si tu ne sais pas, il vient déposer le bois là. C'est pas ton problème. Tu comprends pas la mais tu ne sais même pas ce que ça signifie. Peut-être même tu te dis, il est venu en aide, il t'a donné une arme, il faut utiliser pour taper l'autre. Alors que le bois là a toute sa symbolique de paix. Vous voyez, tout ça, ça existe dans nos traditions. Pour dire quoi? Quand il y a des conflits entre des communautés, on n'envoie pas n'importe qui pour aller régler un conflit. Dans des sociétés, on verra dans la suite, il y a des personnes habilitées à aller régler un conflit. Si vous envoyez ceux-là en tant que médiateur, la résolution du conflit va aboutir. Mais si vous envoyez la fausse personne, ça n'aboutira jamais. Et tout ça, ce sont des richesses, je dirais, patrimoniales. Regardez ici, excusez-moi, ça vous fait rire, hein? Mais on sait combien de fois les hommes raffolent des seins. Oui, mais les seins n'ont pas pour fonction que de rendre joyeux les hommes ou de donner à téter à un enfant. Regardez, regardez. Quand les femmes soulèvent leurs seins pour vous montrer, c'est un message. C'est un message. Dans certaines cultures, ceux qui ne connaissent pas disent, c'est la même truc, elle avait me montrer ses seins. C'est faux. C'est un message fort quand il y a la belligérance entre deux groupes de cette communauté-là, ce sont les femmes qui vont intervenir. Et quand les femmes en ont marre du conflit qui existe entre leurs époux ou entre leur communauté, les hommes de leur communauté, elles vont s'y mêler en termes d'intermédiaires. Elles viennent, elles ouvrent les poitrines. Automatiquement, vous mettez un terme au conflit. Ça aussi, on ne sait pas. Vous voyez, notre culture est riche de sa diversité, mais malheureusement, on l'utilise très peu. Il y a la médiation qu'on appelle avunculaire, qui est la médiation faite par le neveu. Par exemple, c'est les bêtés, quand il y a un problème, c'est le neveu qui est habilité à aller régler le problème. Parce que dans les sociétés, c'est le rôle régalien du neveu. Si tu envoies le cousin aller régler un problème dans cette communauté, ça n'aboutira pas. On n'aura même aucun respect pour lui, parce qu'il ne représente rien dans l'écosystème social de cette communauté. Mais par contre, on sait ce que représente le neveu. Et donc, quand il va pour intervenir, il faut faire très attention. Vous voyez, il y a tous ces éléments-là.
Et même, il y a des appellations dans ces communautés-là. Voilà. Là, on parle de l'élé, du bouli, etc., etc. Chez les Abidji également, on a ça. Le neveu est appelé Oro Djanoufoué. Oui, dans ces communautés, c'est ceux-là qui sont habilités à aller intervenir en tant que médiateurs. On ne va pas n'importe qui. On est là dans les villages, les palabres, et puis on se lève là, on dit on s'en a réglé. Tu as quel statut social te permettant de régler? C'est pour cela, ceux qui connaissent la tradition savent qui on envoie. Et les anciens qui sont dans le village ou dans la communauté, quand ils voient ce jeune-là et son statut qu'ils connaissent dans le village, ils savent que l'affaire est sérieuse. C'est pourquoi les anciens ont délégué celui qui est officiellement le médiateur pour venir régler le conflit. Et puis on a d'autres mécanismes à caractère politique. Bon, je vais m'attarder plutôt sur celui-là. L'arbre à palabre, comme on le dit. Ça, on a deux définitions. On dit la palabre et le palabre. Les deux se disent, mais les deux n'ont pas la même signification. Oui, le palabre, c'est le différent. On se vient, voilà. Et la palabre, c'est le tribunal coutumier, la résolution de votre palabre, de votre différent. C'est pour ça ici, on parle de la palabre. Et là, vous voyez comment notre société est organisée, très bien organisée. Là, on dit quoi? Identification du problème. Ici, on a quoi? On fait part au chef. On n'a pas dit qu'on va au commissariat. On n'a pas dit qu'on va à la gendarmerie. On n'a pas dit qu'on va à la justice. On va saisir le chef. Le chef, à son tour, va mettre tout un protocole en place. Il va alerter sa notabilité. Ils vont fixer un jour. Et on va convoquer les différents antagonistes. Et au niveau de la chefferie, on va désigner un médiateur. C'est celui-là qui va partager les paroles pour écouter les uns les autres. On va écouter d'abord les antagonistes. Ils vont dire pour eux. Après, on va écouter les témoins, les membres de la communauté, qui vont aussi se prononcer sur la situation. Parce que très souvent, pour des conflits dans les villages autour des héritages ou autour des terrains, généralement, ceux qui font même le palabre là, n'ont pas l'origine des ayants droit. Donc, il faut recourir à des témoins qui sont les anciens. Donc, ceux-là vont intervenir. Et quand ils vont finir d'intervenir, le chef va prendre la décision. Le chef, pendant ce tribunal coutumier-là, est la dernière personne à parler. Pour dire aussi, il faut que nous soyons sages. Chacun d'entre nous ici, par rapport à sa communauté, peut être un jour un chef de village, s'il est de la lignée. Le chef ne parle pas beaucoup. Le chef, ce n'est pas celui qui a l'intelligence absolue, mais c'est celui qui sait observer, écouter et prendre la juste décision, qui sait à tout le monde. C'est pour cela qu'il parle en dernier ressort. Il écoute tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que nos communautés ont été éduquées à la culture du respect de la décision. Est-ce que vous comprenez ce mot? Culture du respect de la décision. C'est pour cela que vous voyez que nos systèmes monarchiques ont bien fonctionné. Quand le chef a parlé, le chef a parlé. Mais aujourd'hui, quand le chef a parlé, on s'en fout de ce qu'il a dit. Lui-même, il est qui? Il pense que quoi? Où il a assis la main, on va la never et puis nous, on va venir s'installer. J'ai eu du mal, je suis allé faire des enquêtes dans une communauté pas loin d'Abidjan, où les jeunes me disent qu'ils vont faire élection pour choisir les chefs de village. J'ai failli pleurer. D'où vient-il que maintenant en Afrique, on fait des élections pour un chef de village? Est-ce qu'on a compris la notion de chef de village? Je ne voulais pas trop m'apaisantir, mais dans nos villages, en tout cas on parle de village, on a quelqu'un qui a trouvé le site, qui a construit son campement.
Et comme là, il faisait bon vivre, les autres sont venus le trouver progressivement. Et puis c'est devenu un village. C'est sa lignée là qui dirige le village. Et même dans sa lignée, ils vont se scinder. Il y a une branche qui va gérer la chefferie, qui peut être la lignée des chefs. Et il y a une autre branche qui va être la lignée des chefs de terre. Ceux qui font la libation, qui invoquent l'élément des esprits. Tout ça pour la gestion de la terre sur laquelle il se trouve. C'est un chef de village, il est d'abord lié à un territoire. On a Abidjan ici, et puis on est chef de village. Oui. Il y a des gens qui sont à Abidjan ici, ils sont chefs de village. On leur demande votre chefferie là, quel est votre territoire? Non, je suis chef de communauté Yacouba à Abidjan ici, je suis chef. C'est faux. Le chef d'abord est lié à un territoire. Quand vous vous retrouvez à Abidjan ou à Yamsokoro ou à Boaké, vous êtes une communauté, vous êtes organisé, vous avez un chef, mais il ne fait pas office de chef de village. Parce qu'on a commencé à voir que dans nos grandes villes, ces communautés, les chefs demandent à avoir des arrêtés. Vous êtes en train de bousculer l'ordre. Tout ça, ça crée des conflits. Chacun doit savoir où il doit être. Et donc, vous voyez, le médiateur qui est un des membres de la communauté qui va décider les paroles, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien et qui a des vertus. Et ces vertus-là résident dans le fait qu'il maîtrise certains outils de règlement de conflits. Et dans la progression, nous allons voir ça. On fait fi de tout ça. Regardez là. Je dis, signalons au passage que les proverbes, les contes, les masques, les totems sont des outils de prévention et de gestion de conflits. Les contes, les proverbes, vous ne voyez pas le lien, mais je vous donne cet exemple. Regardez ce proverbe malinqué, mais ivoirien. On dit quoi? Viens qu'on vive ensemble est égal à viens qu'on fasse palabre. C'est un proverbe malinqué. Quelle est la signification? La voici. Le conflit est inhérent à toute vie en société. Dès lors, la survenue des crises ne doit pas être une raison de division, de séparation. Bien au contraire, elle doit contribuer à promouvoir la cohésion. Voilà. Donc vous voyez, et ce médiateur, ce membre de la chefferie, dans les échanges, c'est ces proverbes-là qui sortent pour interpeller les uns et les autres de l'action que nous sommes en train de poser, c'est profond. Et voici tous les outils qui accompagnent ça. Et ici, vous voyez que le tribunal culturel est tellement important que je me réjouis aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire ait posé un acte fort en prenant cette loi, la loi 2014-428 du 11 juillet 2014, pour instituer la chambre des chefs et rois. Avant, ils existaient, hein, mais c'était informel. Donc, cette loi-là a permis à l'État de reconnaître officiellement cette entité. Donc, les chefferies traditionnelles sont l'auxiliaire de gestion de l'État. C'est important. C'est pour cela qu'on vous dit aujourd'hui, si un commandant, un commissaire ou un CP connaît la loi ivoirienne, quand vous allez le saisir, il vous dit, est-ce que vous avez informé le chef du village? Si ce n'est pas le cas, il vous dit, retournez-moi le chef du village. Parce qu'aujourd'hui, dans la résolution, si vous regardez en bas, dans leur feuille de route, plus de leur mission, c'est vrai, c'est de préserver nos us et coutumes, mais aussi vocation au règlement des conflits à travers les tribunaux coutumiers. C'est très vrai. Si l'État même reconnaît nos valeurs, pourquoi nous-mêmes qui sommes les porteurs de ces valeurs, on ne peut pas les reconnaître et on ne peut pas les reconnaître.
On a des mécanismes pour régler. Par exemple, quand il y a un différend, on prend deux personnes qui sont en palabre. On les écoute. On dit bon, on a tranché. Puis quelqu'un n'est pas content. Il fait recours à la chefferie. Okay? La chefferie dit bon, on ne va plus aller loin. On a un autre système. Vous allez venir. L'exemple que je donne ici. On prend de l'eau. On vous donne de l'eau dans une calebasse. Et tu parles là-dessus. Tu finis de parler, tu bois. Par exemple, tu m'as accusé d'avoir volé ton argent ou ton vélo ou ta moto. Je dis c'est pas moi. Tu dis c'est moi. On a réglé jusqu'à verdict là. On dit c'est moi qui ai volé. Alors que moi je sais que je n'ai pas volé. Je ne suis pas d'accord. Je fais recours. Le chef dit ok. On va passer à cette situation. Chacun prend la calebasse d'eau. Dit on m'accuse d'avoir volé le vélo. Je reconnais que je n'ai pas volé. Si c'est vrai que j'ai volé, si je bois de cette eau, que je meurs. Non, c'est sérieux, hein? On ne s'amuse pas. C'est pour ça que vous voyez qu'on n'utilise pas ça comme ça. Le principe que nos sociétés ont, ce n'est pas pour s'amuser. Si vous comprenez, quand tu sais ça là, tu peux t'amuser. Tu ne peux pas t'amuser. Si tu mens, tu vas dire qu'effectivement c'est moi. C'est le dernier recours. Si tu es convaincu, tu fais. Si tu n'es pas convaincu, tu laisses. Mais en même temps, pour rentrer dans le système, parce qu'aujourd'hui on parle, l'UNESCO, les Nations Unies sont là. On dit qu'il faut proscrire tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Et donc là, cette fois-ci, dans le nouveau mode de gestion de ces mécanismes, je dirais, magiques, on ne va plus permettre aux intéressés eux-mêmes de boire l'eau. On va prendre deux animaux. Prendre deux animaux communs. C'est-à-dire, nous deux, moi j'ai un coq, tu as un coq. Je finis de parler, je fais boire ça au coq. Lui aussi, il finit de parler, il fait boire ça au coq. Celui que le coq va mourir, c'est lui qui est fautif. Vous voyez? Donc, on avait tous ces mécanismes-là pour réguler nos sociétés. Si tu vas au nord, par exemple, il y a un masque qu'on appelle le kafilogyo. Mais si tu as volé ou tu as fait quelque chose de mauvais, quand on dit on va recourir au kafilogyo, si tu as été vraiment chez nous, il faut initier. Si c'est toi, tu vas aller dire que c'est toi avant que le kafilogyo ne sorte. Il y a aussi le papo qu'on met ensemble. Il y a même le balai. Il y a même le balai qu'on met ensemble. Tout ça, c'est des systèmes qu'on a et qui permettent de sortir la vérité et de prendre des décisions. Tout ça, où nous en sommes avec, c'est la grande interrogation. Ça existe, mais ce n'est pas pratiqué. Pourquoi? Parce que on s'est dit qu'il y a meilleur que ça. Mais en utilisant meilleur que ça, nous sommes dans quel climat social? Donc, je vous interpelle à épouser la symbolique du Sankofa. Le retour aux sources. Le retour aux sources. Et je dirais mieux, asseyons-nous sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle. Nous avons beaucoup de bonnes choses et nous laissons ça pour nous approprier des choses que nous ne maîtrisons pas mieux, qui n'arrivent même pas à être notre identité. Et on a plein comme ça. Ici, c'est ce qu'on appelle des mécanismes sacrés mais à caractère inconditionnel. Et ici, on en trouve par exemple dans des casques. Ici, par exemple, on a le phonon qui est chez les forgerons. Quand il y a un conflit, que le forgeron jette un de ses outils entre les belligérants, tout de suite, si vous êtes initié, vous arrêtez la guerre. Vous arrêtez le conflit. Sinon, vous connaissez la suite. Nous avons là, chez les Akans, le gars. Ce n'est pas un siège qui sort comme ça. Quand il y a un conflit d'un certain niveau, que le roi fait sortir le gars, c'est que c'est grave. Et une fois le gars sort, le roi va faire sortir 2 masques en bronze. Il va donner aux parties en conflit.
quand tu as reçu le masque qui vient de la plus haute sommité de votre communauté, tu sais le message que ça porte. Si tu n'arrêtes pas le conflit, tu sais où tu iras. Tout ça, ça existe. Mais malheureusement, on ne sait pas ce que nous en faisons. Ici, on a par exemple célébrité. Voici des plantes qui ont l'air symboliques. Quand il y a la guerre, il y a un conflit, qu'on jette ces plantes. Vous avez le bobla, vous avez le yaossé, qui sont des plantes qui symbolisent la paix. Donc pour ces communautés qui ont été éduquées à cela, quand il y a un conflit, qu'ils voient que quelqu'un brandit ces plantes-là, tout de suite, la guerre doit prendre fin. Le conflit doit prendre fin, le différend doit prendre fin. Mais malheureusement, combien sommes-nous à connaître que ça fait partie de notre patrimoine culturel? Nous avons là, même chez les Baoulés, nous avons, pour ceux qui connaissent, la plante qu'on appelle le nya. C'est une plante de paix. Les scientifiques l'appellent le costus affaire. C'est le nom scientifique. Oui. Mais qui ont été pendant longtemps utilisés dans notre société en situation de crise. Mais là, aujourd'hui, on ne sait même pas tout ça là, ça sert à quoi? 1, 2, 3, gendarmerie. 1, 2, 3, commissariat. 1, 2, 3, justice. Voilà notre vie arrimée à ces modes modernes de résolution de conflits et qui très malheureusement ne résolvent pas le conflit, ne font qu'intensifier le conflit. Voilà quelques caractéristiques de paix. Accepter de vivre ensemble si on veut la paix. Favoriser le dialogue et le consensus si on veut vivre en paix. Il ne faut pas toi sur t'imposer, écouter les uns les autres, et ce qui se dégage de la majorité, c'est là que vous vous positionnez. Le respect de la diversité culturelle. Il est lobby, il est groussi. Tu l'acceptes comme tel. Pourquoi tu le regardes en bizarre? Je vous prends un exemple, peut-être vous ne comprenez pas mon exemple. On dit un chien. Mais un chien, ton problème il est où? Sa culture l'oblige à manger chien. Bon, le frère camerounais s'est levé, sinon j'allais lui donner un exemple. Moi j'ai été à Kribi pour un travail. Il y a une communauté là-bas, j'ai même fait l'initiation. Mais l'animal prisé, c'est le chien. Avec, on fait ça, le soukouya avec banane braisée, mais c'est pas possible. Voilà, vous voyez déjà, je vois les mines là-bas. Mais justement, c'est parce que ce n'est pas de votre culture. C'est parce que ce n'est pas de votre culture. Et ne portez pas de jugement de valeur sur la culture de l'autre. C'est le frustré. C'est pour cela, dans l'ordre des choses, toutes les cultures se valent. Toutes les cultures se valent. Oui, il n'y a pas une culture qui est supérieure à une autre. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous consommez. Voilà. Ce sont des faits culturels. Voilà quelques modes alternatifs de gestion de conflits. Il y a la prévention, il y a la médiation, il y a le jugement, il y a la négociation, il y a l'arbitrage, il y a la coercition, il y a la conciliation. Ça, c'est des modes alternatifs plus ou moins modernes. Je vais juste vous donner un aperçu. Mais moi, mon intervention, c'est plutôt ce que je viens de dire. C'est ça qui est plus intéressant. Ça, là, c'est trop moderne. Et on ne maîtrise même pas le mécanisme de mise en œuvre. Voilà. Et puis, enfin, voici la conséquence. Là, nous sommes au Rwanda. Ici, nous sommes dans une des localités qui a été l'objet de cette crise-là, à Yamata. Ici, vous voyez là, on descend par là, il y a un escalier, vous rentrez, ce qui est en bas là, si vous voyez, vous allez pleurer. Ce qui se trouve en bas de ce tanga là, si vous voyez, vous allez pleurer. C'est les ossements. Tous ceux qui ont été tués, puisque ça a été une crise entre les Hutus et les Tutsis. Après la guerre, on allait ramasser les corps, on les a paquetés
Et il y a un travail qui se fait pour les identifier. Ça, tel corps c'est Yao, tel corps c'est Kofi. Et tous ces sons, ils sont en bas là. Et quand on les identifie, on leur fait une caisse, on met le nom, et puis on met... Les instruments, c'est reste là-dedans. Si vous rentrez là-dedans, j'ai des dames, mais après on les sont les sorties. Quand vous arrivez à la pièce, si vous n'êtes pas fort, vous allez trouver les lames. Voilà. C'est là que je l'ai dit, un violent ne peut pas vous montrer l'image grave. Mais pour vous montrer à quel point, vous voyez par exemple là, le travail d'identification. C'est ce qu'on a pu identifier, qu'on dresse les noms comme ça. Alors, ce n'est pas une électorale. C'est ceux qui sont morts. Il y a un travail après la crise qui a eu lieu d'identification de tous ceux qui sont morts. Pour que les parents sachent où ils sont, où ils ont été assassinés. Là, vous avez des chiffres, quelques chiffres qui sont là. De la bleu. Là, regardez, c'est une école technique qui a été construite. Ça, qui dans le nord, comment dire, c'est le nord du sud du Rwanda. Les gens devaient faire l'entrée scolaire. Une nouvelle école technique. Quand il y a eu la crise, on a regardé le peuple qui avait dit caché là, on serait protégé. Or, c'était un piège qu'on avait entendu. Tout le monde allait là-bas, c'est la montagne. Tout le monde était. Elles sont arrivées, on les a massacrés comme ça à faire. On a fini de les massacrer, on a créé ça. Ça, c'est le travail des exhumations. Ils ont creusé, ils ont enlevé. Voici par exemple les os. Ils sont là. Les fémurs, et voilà, qu'on trouve là. Ici, vous voyez les crânes là. Ici, c'est les traces de machettes, de goudins, comment ils ont été tués. Vous voyez jusqu'à où la crise peut nous conduire. Et c'est pitoyable. Il n'y a pas une raison au monde qui va amener les peuples à s'entretuer de la sorte. On a même fait croire que Hutu et Tutsi étaient deux groupes ethniques différents. Je suis allé là-bas, c'est faux. C'est deux catégories sociales, c'est tout. Ce n'est pas deux ethnies. C'est les riches et les pauvres, c'est tout. La classe minoritaire qui est dirigeante sont les Hutus. Ils ont une forme assez, voilà, une bonne corpulence, comme chez nous on dit, ah, ça va chez toi, hein, voilà. Et puis, la classe majoritaire, mais pauvre, qui sont les, comment dire, les Tutsis, c'est eux qui sont minces. C'est deux classes comme ça. Mais la politique est arrivée à un moment à les faire croire qu'ils étaient deux ethnies différentes et qu'ils devaient s'entretuer pour le pouvoir. Vous voyez jusqu'à où? Ils ont même oublié qu'ils avaient des cultures. Ils ont oublié qu'ils ont un patrimoine culturel qui pouvait les rapprocher, qui est la langue. Leur appartenance au même groupe, ils ont oublié ça. Mais les gens ont fait un travail à telle sorte que ça a tellement porté qu'eux-mêmes sont convaincus qu'ils étaient plus de frères, qu'ils étaient deux groupes différents, qu'il fallait anéantir un groupe pour régner. Vous voyez jusqu'à où la crise peut nous mener. Donc, c'est sûr, c'est quelques images. Regardez là, c'est des corps qui ont été ensevelis, qu'on a exhumés. Regardez comme ça est. C'est pas joli. Vous voyez combien de fois notre cupidité, l'abandon de nos pratiques, le non-respect, la méconnaissance de nos cultures peut nous amener. Ça, par étagère. C'est la première fois dans ma vie que je vais dans un musée, au lieu de trouver des objets, c'est des corps comme ça que je trouve. Ça, c'est des étagères dans chaque salle que je peux appeler salle de musée. Quand vous arrivez dans chaque salle, vous avez une étagère comme ça. On peut la compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est près d'une cinquantaine de personnes qui sont là. Vous voyez ça, c'est un bébé qui est là comme ça. Vous voyez? Tout ça, c'est pour nous interpeller et nous envoyer, nous ramener à nos sources. Si nous asseyons sur nos valeurs, on va éviter ces crises-là. C'est sur ces images que je voulais vous dire merci. Merci bien, Monsieur Aliment. Alors, nous allons passer à la série de questions. Nous allons prendre 3 questions. Donc, en rapport avec la thématique qu'il a
vous présenter et puis vous donner. Bonjour monsieur, je suis monsieur Théa Désiré, je suis cinéaste. Bon, il y a tous ces mécanismes de résolution des conflits, mais pourquoi ce n'est pas vulgarisé dans notre pays? Je sais qu'au Rwanda, avec la crise qu'ils ont connue, ils ont mis ça en application avec les tribunaux de Gacaca. Mais pourquoi ici, ce n'est pas utilisé au quotidien pour résoudre les conflits? Pour les conflits qui peuvent l'être. Ok, merci bien. D'abord, moi, je fais cette présentation d'un premier temps en tant que chercheur. J'ai pour obligation de montrer ce que nous avons comme valeur. Donc, c'est ça, en tant que chercheur. Maintenant, si on veut parler politique, je ne peux pas trop donner des réponses, mais l'État a quand même pris des dispositions pour faire connaître tous ces mécanismes à travers l'adoption d'instruments normatifs internationaux. Et à la matière, l'État de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le patrimoine, a ratifié, je dirais, 5 conventions. Nous avons la convention de 1954, la convention de 1970, nous avons la convention de 1972, nous avons la convention de 2003 et la convention de 2005 et enfin la convention du droit. Et à côté de tout ça aussi, l'un des avantages de l'État de Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui doté d'une loi portant politique culturelle. Et donc, je suppose que dans tous ces instruments normatifs existants, l'État a des dispositions pour faire valoriser et faire connaître ces patrimoines-là. J'avais pour preuve la structure que l'État a mise en place comme Ivoirien du patrimoine culturel, qui a pour mission de sauvegarder et de faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien. Et c'est dans ce cadre-là que cette structure-là, à laquelle j'appartiens, a fait l'inscription de la ville historique de Grand Bassam, l'inscription des mosquées de 6 Soudanais du Nord ivoirien. Actuellement, cette structure a travaillé à la reconnaissance du parc national des îles Otilé, en ce qui concerne le patrimoine culturel, je dirais matériel, et pour ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel, il y a eu le Bofé d'Afonkaa, le Zaouli, le balafon, les savoir-faire liés au tissage. Nous avons le dossier de la Tiéké qui est en cours, et le prochain sur lequel cette structure va travailler, c'est la reconnaissance internationale de la Bissa. Pour dire qu'il y a du travail qui se fait progressivement pour faire connaître tous ces éléments du patrimoine que nous avons. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour la formation. Moi, ma question, c'était de savoir, en ce qui concerne nos lois et autres, est-ce que toutes les recherches que vous avez faites pour les règlements de conflits et tout, est-ce que ça a déteint un peu quand même dans les lois de la Côte d'Ivoire? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour que cela soit pris en compte, puisque la plupart de nos lois et tout, c'est calqué sur le système occidental. Donc c'est là ma question. Merci. Ok, merci bien. Moi, je m'en réjouis parce que la loi portant institution de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire donne désormais le cutus ou dans la feuille de route de cette institution-là, de faire la promotion de nos us et coutumes. Et donc, de faire connaître et de mettre en avant tous les éléments de notre riche patrimoine culturel. Et aussi, dans la feuille de route de cette institution, il est fait recours aux tribunaux coutumiers. Donc, ils vont se reposer ou qui vont reposer sur ces mécanismes dont nous disposons pour régler un certain nombre de différends au niveau des communautés. C'est pour dire que par cette disposition-là, c'est déjà une ouverture sur votre préoccupation.
Bien, merci. Moi, ma question est de savoir, tout à l'heure vous avez parlé de l'Office ivoirien du patrimoine culturel. Et moi, je vais aborder dans le même sens que la dame, même, être vraiment très direct. Tout à l'heure, avant de commencer votre exposé, vous avez demandé à ce que nous puissions faire 1 minute de silence. Est-ce que vous, à votre niveau, vos recherches et vos instructions sont vraiment respectées? Parce que je me dis que lorsqu'on détruit par exemple la forêt sacrée d'Adjamé village pour dire qu'il y a la route qui doit passer, pendant que je sais qu'à l'intérieur du pays, il y a la route qui contourne des sites sacrés. Bon, est-ce que vous, de votre côté, il y a des indices qui disent qu'il faut obligatoirement casser tel endroit sacré ou bien il faut maintenir tel endroit sacré? Ok, merci bien. Comme l'a dit mon prédécesseur, l'État est l'État et l'État est souverain. L'État prend ses décisions. En ce qui concerne la structure à laquelle nous appartenons, notre mission est de montrer à l'État l'importance ou l'intérêt du patrimoine culturel dans un État. Ça a été chose faite. Nous ne sommes que des agents de l'État. Nous faisons un diagnostic, nous présentons la situation à l'État et l'État prend des décisions. Je vous donne un exemple simple. Nous étions à Mans. La ville de Mans réside fondamentalement sur la forêt sacrée de Bepleu, pour ceux qui connaissent Mans. Moi, je ne suis qu'un simple agent de culture. Je montre la valeur que représente ce bosquet sacré. Mais à notre grande surprise, pendant que nous y étions, certains membres de la communauté, là même, ce n'est même pas l'acte de l'État, c'est des membres de la communauté qui ont vendu ce bosquet-là à des opérateurs pour raser ça et construire en tout cas des équipements économiques. La chance que nous avions eue, c'est qu'un des acteurs principaux de l'État de cette localité, qui est le préfet, est un homme de culture. Il a été saisi, il nous a interpellés. Nous étions heureux pour dire, la loi portant protection du patrimoine culturel a 3 dispositions en matière de protection du patrimoine culturel en Côte d'Ivoire. Nous avons l'inscription sur la liste de l'inventaire, nous avons le classement par décret du président de la République et en cas d'urgence, la déclaration, la mesure de sauvegarde. Mais nous avons enclenché le système et la forêt sacrée de Bepleu a été protégée, classée par décret. Donc désormais, personne ne peut faire quoi que ce soit. Vous voyez, ça, c'est l'État qui a protégé. Parce que nous lui avons montré l'intérêt que représente ça. Et l'État a été en phase avec nous. Mais dites-moi, l'État n'est pas sans ignorer que le peuple haïtien a un patrimoine. Dans tous les pays du monde, quand vous avez, il y a ce qu'on appelle le noyau historique. Pourquoi détruire le noyau historique d'une communauté? Seul l'État saurait répondre à cette question. L'État a ses raisons. Mais pour moi qui suis de cette communauté, c'est un pan de ma culture qui est entamé. Vous voyez l'espace en face des sapeurs-pompiers, qui avait été dit espace santé et autres là. C'est là le siège du tambour que l'État de Côte d'Ivoire est en train d'investir des milliards pour faire venir le Didier Ayokwe. C'est là qu'on gardait le Didier Ayokwe. Il a été rasé. Les Bidjans, la tribu à laquelle j'appartiens, a pour centre le village d'Adjamé. Ce village centre des Bidjans a vu un pan de son patrimoine détruit. Alors que cette communauté était partie prenante dans les démarches du retour du Didier Ayokwe. Mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y a un conflit entre l'État et cette communauté. Donc on a entendu beaucoup de choses. Mais c'est des choses, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'État a ses raisons. Mais ce qui est sûr, c'est un pan du patrimoine de cette communauté qui est parti et qui ne sera plus jamais récupérable. C'est parti, c'est parti.
Si vous avez vu, par exemple, la loi, la convention de 1972, concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui a été adoptée par plus de 175 États de ce monde, a été fait à partir de quel constat? Premier constat, il y a eu le travail du barrage d'Assouan, qui a détruit beaucoup de patrimoine au niveau de l'Égypte. Après ça, deuxième constat, il y a eu les conséquences des 2 guerres mondiales. C'est fort de tout ça que des décisions ont été prises. Parce que les gens ont vu combien de fois ces travaux du barrage et la guerre, les 2 guerres mondiales ont détruit le patrimoine. Donc, les nations sont conscientes de l'intérêt que représente le patrimoine. C'est pourquoi elles ont pris des décisions. La Côte d'Ivoire a ratifié en janvier 1981 la convention de 1972 qui lui fait obligation de protéger son patrimoine. Nous avons, en 1987, adopté une loi portant protection du patrimoine culturel national. Mais fort de ces dispositions, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir de près. L'État a des mesures en termes d'instruments normatifs, réglementaires, en termes d'institutions. Maintenant, il reste l'effectivité de la mise en œuvre de ces aspects-là au niveau du territoire. Et ça, ce n'est pas de notre fait. Dieu merci, nous aujourd'hui on est dans cette structure, par notre modeste contribution, on sait bien que, tant bien que mal, de montrer le patrimoine, mais la décision n'est pas de nous. C'est bien dommage. Voilà. Merci bien, Monsieur Alimon. On va ovationner Monsieur Alimon pour sa brillante intervention. Merci infiniment d'avoir ouvert nos esprits sur ces différentes notions qui sont aussi importantes pour nous en tant qu'Africains. Nous allons passer maintenant à la série de remerciements de nos différents partenaires, donc l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, l'ES Partners, le Goethe Institut, l'Institut français, le Sénat Café Théâtre où nous sommes présentement, le Burida, le Massa, Point Final, Invictus, Stroma Graphique, Scène Média, Sillon et Cultura, Douaoudé TV, Sama et l'UNESCO. Nous allons aussi remercier nos intervenants, nos experts nationaux, M. Alimon et M. Akichi, que je vous demande d'ovationner encore. Alors, je tiens à vous rappeler de vous inscrire sur la liste de présence. C'est vraiment important parce qu'à partir de cette liste-là, nous allons vous faire basculer sur la plateforme des ateliers de formation des acteurs culturels. Donc, sur cette plateforme-là, vous allez avoir plusieurs informations sur tout ce qui concerne nos ateliers de formation. Monsieur Owana vous fait une belle surprise. Il propose de faire une formation sur l'utilisation du PowerPoint. Donc, l'utilisation du PowerPoint. D'accord? Donc, il souhaite que ceux qui veulent participer à cette formation restent pour une formation rapide là sur tout ce qui est PowerPoint. Qui connaît PowerPoint ici? Qui sait utiliser PowerPoint? D'accord. Alors, pour le reste des informations, nous allons faire juste après, voilà, donc juste après mon intervention, nous allons sortir et puis faire la photo de famille. Et pour la restauration, vous sortez juste de la salle sur votre gauche. Donc, on a établi un espace là pour la restauration. Maintenant, ceux qui veulent faire la formation, ils peuvent aller récupérer donc, le déjeuner et puis venir sur place déjeuner et puis suivre la formation en même temps. Alors le prochain rendez-vous des AFAC se tiendra dans le mois d'octobre. Donc nous vous invitons massivement. Inscrivez-vous sur nos différents liens pour pouvoir participer à la prochaine session de formation. Et une petite dernière information, vous êtes priés de voir Marco. Marco, s'il te plaît. Regardez derrière.
Voilà, donc avant de partir, vous faites un petit coucou à Marco, il a une surprise pour vous. Merci infiniment au nom des AFAC, au nom du collectif des acteurs culturels. Nous vous disons merci. Et puis, on va se restaurer rapidement et puis on va faire la dernière formation sur l'utilisation des PowerPoint. Donc, tout le monde sur la terrasse, on va faire une belle photo de famille et puis après, on va se restaurer. Merci infiniment. Donc, il y a une table spéciale pour les intervenants et une autre table pour tout le monde. Une table spéciale pour les intervenants et les officiels.